Tu vas où Fatou ? En partenariat avec la Fondation Syndicat Dokolo, soutien de l'art contemporain africain. Mais c'est un truc de malade, mais j'hallucine. T'es pas sérieuse là? Fatou, franchement, t'as quoi, t'as dit? Mais non, elle a pas dit ça. Mais grave. Faut pas la laisser dire ça. Tu vas où Fatou? Présenté par Fatou Birama sur Africa numéro 1. J'ai la pression de ouf, j'ai chaud et tout, je suis intimidée, j'ai le trac. Moi, j'y crois pas que ce soit toi. C'est pas toi. Ça fait du bien d'être là, en tout cas, à cette heure-là. Africaine, bonsoir. Nous sommes lundi 3 décembre 2018. C'est la reprise. Nous sommes de retour, il est 22h à Paris. Bienvenue dans votre émission Libre Antenne Tu vas où Fatou. On continue ensemble jusqu'à 23h sur la première radio africaine, Africa numéro 1. Et nous sommes toujours avec Hélène. Yeah. Salut Hélène. Elle est revenue. Ouais. C'est même pas son fantôme, elle est en chair en os, j'ai touché et tout. C'est bel et bien moi, Alors où est-ce qu'on va ce soir? On va aller de ce côté-là. Je souhaite que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour que des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain, dixit Emmanuel Macron. On était en 2017 lors d'un discours à Ouagadougou. Alors ce soir, on est sur l'art africain. La France va restituer enfin 26 œuvres réclamées par le Bénin. Le Sénégal souhaite récupérer lui aussi toutes ses œuvres, toutes les siennes. Même chose pour la Côte d'Ivoire et les pays du Maghreb. On attend les autres pays. Mais oui, il y a toujours un mais, un hic. Stéphane Martin, président du musée du Quai Branly, reste défavorable à cette idée. Alors pourquoi l'Afrique doit s'unir et demander la restitution de tous ses arts? Suite interrogation. Nous avons un invité, évidemment, le collectionneur et homme d'affaires Syndicat Dokolo. Alors vous n'hésitez pas, vous composez le 01 55 07 58 00. On en parle ensemble. Vas-y Hélène. Tu vas où Fatou? Présenté par Fatou Birama sur Africa numéro 1. 01 55 07 58 00. Il est 22h05. Ça y est, ça commence. Votre émission est entre vos mains. Tu vas où Fatou? On va faire un petit retour dans le passé. On est le 13 avril 2017. Hélène, s'il te plaît. Et Monsieur Syndicat nous disait ça. Il postait cette vidéo et il disait ça. Vas-y. Je viens d'apprendre que le gouvernement français a refusé, sans autre forme de procès, de remettre des objets qui ont été... Bonjour, je suis Syndicat Dokolo, j'ai une collection d'art africain, classique, d'art contemporain, j'ai une fondation qui est basée en Afrique, une fondation d'art. Je viens d'apprendre que le gouvernement français a refusé, sans autre forme de procès, de remettre des objets qui ont été pillés, volés au Bénin à la fin du 19e siècle. Ce sont des objets royaux d'une importance capitale pour l'histoire de l'Afrique, pour l'histoire du Bénin, pour l'histoire de l'ancien royaume du Dahomey. Et je suis absolument choqué. Pour dire la vérité, je suis vraiment dégoûté. Je trouve que c'est une insulte pour tous les Africains. Et j'en ai marre. J'en ai marre qu'on traite l'Afrique comme ça. J'en ai marre qu'on traite les Africains comme ça. Moi, je peux y faire quelque chose. J'ai accepté de collaborer il y a quelques mois à une grande exposition sur les arts du Gabon avec le musée du Quai Branly. J'ai accepté de prêter 5 de mes objets d'art classique. J'ai décidé d'annuler le prêt. Ce que je voudrais, c'est que chacun à son niveau, notamment les Africains qui vivent en France, puissent comprendre la portée de cette insulte, la portée de cette offense. Et j'en fais pas seulement une question de fierté, j'en fais vraiment une question fondamentale. On ne peut pas se dire l'ami de l'Afrique et en même temps venir avec des théories pareilles comme quoi la loi française ne permettrait pas le retour. Ce sont des œuvres volées, pillés, soyons clairs. Il faut arrêter en France de dire que l'Afrique c'est seulement la pauvreté, Boko Haram, les migrants et les élites corrompues. Et je pense qu'il est temps de commencer à avoir un discours qui soit cohérent et responsable et respectueux. Donc j'invite tout le monde à essayer d'en faire un grand écho, d'en débattre un maximum sur les réseaux sociaux et d'essayer d'organiser une pression pour obliger le gouvernement français à être correct avec ses partenaires et ses anciennes colonies. Merci beaucoup. La France va donc restituer 26 œuvres réclamées par le Bénin. Le Sénégal souhaite récupérer toutes les siennes. Même chose pour la Côte d'Ivoire et les pays du Maghreb. On attend la suite. Mais Stéphane Martin, président du musée du Quai Branly, reste défavorable à cette idée. Alors pourquoi l'Afrique doit s'unir et demander la restitution de toutes
ces œuvres d'art pillées. Et une fois les œuvres restituées, qu'est-ce qu'on en fait? La suite, point d'interrogation. Nous avons donc un invité, le collectionneur et homme d'affaires Sindika Dokolo. Vous n'hésitez pas, vous connaissez votre numéro, c'est le 01 55 07 58 00 si vous voulez intervenir. Monsieur Sindika Dokolo, bonsoir. Bonsoir Fatou, bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir, comment ça va? On continue sur le tutoiement. Comment ça va, Sindika? Écoute, ça va génial, ça fait plaisir de te retrouver sur les ondes en grande forme, donc c'est super. Ouais, merci, ça fait plaisir aussi d'être là. Sindika, on ne te présente plus, tu connais la maison, tu es né à Kinshasa, tu es collectionneur d'art, tu es homme d'affaires aussi, militant et au sein et à l'initiative du collectif Les Congolais Debout. Mais ce soir, c'est avec la casquette du collectionneur qu'on te reçoit. Il paraît que tu détiens l'une des plus importantes collections d'art africain contemporain, avec environ 3000 œuvres d'art. Eh bien, ça tombe bien, puisque l'actualité nous rattrape. Sindika, tu es dans quelle partie du globe, là, en ce moment? Écoute, je suis à Londres. À Londres. Donc pas très loin. Alors, donc t'es pas très loin. Donc, est-ce que tu as eu écho un peu de ce qui se passe en ce moment chez nous, en France, à Paris, dans les rues? Le peuple est dehors, le peuple fait la révolution. Qu'est-ce que t'inspire les revendications des Français, des gilets jaunes? Et puis, voilà, je sais pas comment est traité, tiens, d'ailleurs, l'actualité à l'étranger chez toi là-bas. Et est-ce que tout ce mouvement résonne, toi, qui est justement militant et qui, il y a quelques mois, le 30 juin dernier, a organisé cette grande marche? Qu'est-ce que ça t'inspire, en fait, tout ça? Écoute, c'est clairement pas passé inaperçu. Moi, j'ai beaucoup bougé ces derniers temps. J'étais à Moscou la semaine dernière, aux États-Unis la semaine d'avant, en Afrique un peu avant. Et effectivement, tout ce qui se passe aujourd'hui en France, ça surprend tout le monde. Beaucoup de gens sont surpris. Moi, je trouve que c'est peut-être annonciateur de quelque chose qui est un phénomène qui est propre au XXIe siècle. La société du XXe siècle n'est pas la même que la société actuelle du XXIe siècle. Et j'imagine que ce qui se passe en France, finalement, là où les gens réclament une certaine dignité et n'acceptent pas qu'on que leur vie finalement devienne insupportable, qu'il soit pas possible de joindre les deux bouts. J'ai le sentiment que c'est peut-être ça annonce peut-être d'autres mouvements encore plus importants du point de vue global, parce que c'est vrai qu'effectivement aujourd'hui on parle là dans le cas de la France de problèmes sociaux dans un pays développé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres inégalités dans le monde qui deviennent de plus en plus insupportables et que probablement justement ces sociétés, ces femmes du XXIe siècle accepteront de moins en moins. Donc c'est un peu une invitation, j'imagine, à la réflexion. Il va falloir repenser la manière dont on vit ensemble, repenser la manière dont on regarde l'économie, dont on envisage le développement pour qu'il soit plus inclusif. Il va falloir, j'imagine, se remettre complètement en cause, en fait. C'est intéressant de ce point de vue-là. Ouais, et justement, toi qui est en haut, les gens d'en bas qui accusent justement ces gens d'en haut, dont tu fais partie, comment tu ressens, toi, tout ça? Écoute, j'en fais partie, oui et non, parce que moi je me sens foncièrement africain, donc je suis. Alors c'était intéressant, j'écoutais là dans le petit passage avant, j'avais l'air très fâché. Effectivement, je porte toujours cette espèce de colère en moi, ou cette espèce de revendication, là où moi je remets en cause les termes de l'échange, là où je remets en cause la manière dont l'Afrique est un peu victime du deal de l'économie mondiale. Et de ce point de vue-là, je me sens plus du côté des révoltés que du côté, je dirais des nantis, quoi. Même si il n'y a pas de doute sur le fait que j'ai la chance d'avoir une vie très aisée. C'est sûr. Alors, on va revenir à nos moutons, puisque tu es là ce soir en tant que collectionneur. On est à plus d'un an et demi même d'ailleurs après que tu aies diffusé cette vidéo, l'extrait de la vidéo là qu'on vient d'écouter. La France aujourd'hui rend 26 œuvres au Gabon. On dirait que les pressions ont fait écho. Qu'est-ce qui s'est passé, Sindika? Je sais pas si c'est les pressions. Moi, je pense sincèrement, quand même, chapeau bas la France. Il faut quand même le reconnaître de temps en temps. Là, effectivement, moi, je m'y serais pas attendu. Ouais. Et c'est vrai que c'est une espèce de... Enfin, j'imagine, pour les Français, pour les Européens, pour les musées dans le monde, c'est une espèce de boîte de Pandore que ce gouvernement et ce monsieur Macron a ouvert. Et finalement,
ça pose plein de questions. Moi, je suis presque surpris. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont bossé. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'associations. Il y a beaucoup d'institutions africaines. Il y a eu le CRAN. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment investis pour arriver à obtenir ces résultats. Il y a des gouvernements africains, sans le gouvernement du Bénin, et ça, il faut le féliciter, parce que c'est pas tous les gouvernements africains qui sont capables de se rendre compte quand il y a des vraies batailles comme ça, qui sont en fait stratégiques, et d'assurer. Et c'est vrai qu'ils ont vraiment assuré de ce point de vue-là. Mais moi, si tu veux, je trouve ce qui m'inquiète ou ce qui m'intéresse maintenant, c'est vraiment de savoir quelle différence est-ce que ça va faire en Afrique. C'est-à-dire, est-ce qu'on va arriver, maintenant, cette main tendue, cette opportunité, est-ce qu'on va arriver à en faire vraiment un champ de réflexion et de remise en cause pour nous? Parce que derrière, ce qui est important, derrière ces restitutions, c'est la manière dont l'Afrique se regarde elle-même, dont elle se célèbre, dont elle célèbre ses valeurs et dont elle regarde sa propre histoire. Et donc ça, pour moi, c'est surtout ça. Moi, je suis collectionneur, mais je suis surtout une institution, entre guillemets. Tu sais que j'ai un statut d'association d'intérêt public en Angola. Comme une collection, comme une institution. Et de ce point de vue-là, c'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir concrètement qu'est-ce que nous, les Africains, qu'est-ce qu'on va faire pour répondre à ça, quoi. C'est un coup énorme qui a été fait par Macron. Maintenant, qu'est-ce que nous on fait? Mais de toute façon, c'est un sujet qui revient sans cesse, dès qu'on parle de restitution. La question que tout le monde se pose à chaque fois, c'est est-ce que les Africains sont amènes de protéger, de conserver leurs œuvres, en fait? Est-ce qu'ils ont les moyens de les conserver? Comment? Et est-ce qu'ils connaissent même la valeur, en fait, des œuvres dont ils sont... Tu sais, c'est un chantier en friche. Moi, je me suis toujours battu contre cet argument. Je trouvais toujours fallacieux de dire oui, on peut pas leur rendre parce que de toute manière ils s'en fichent, ça les intéresse pas, ils veulent manger, ou bien parce que ils ont pas de musée, ou parce qu'ils sont trop corrompus, et donc généralement quand on leur rend des œuvres, ensuite soit elles sont maltraitées ou détruites, ou revendues, ou soit elles sont revendues sur le marché. Tout ça pour moi c'est vraiment des excuses fallacieuses. Mais moi, tu sais, j'ai lu attentivement l'interview, je crois que c'était dans l'IB, que le responsable du Quai Branly a donné. Et j'ai trouvé qu'il y avait des aspects qui étaient intéressants. Et pour lui, il était en train de dire, bon alors évidemment, il prêche un peu pour son église, parce que si on est obligé de rendre, enfin si les pays qui ont une histoire coloniale ou qui ont acquis des collections et des œuvres d'art dans des conditions moralement questionnable, avec notre point de vue aujourd'hui du XXIe siècle, c'est clair que son musée à lui il va être vide. A plus vraiment de raison d'être, exactement. Ouais. Donc il prêche un peu pour son église, mais moi j'ai trouvé très intéressant l'argument qu'il a dit en disant, écoutez, la vraie question c'est pas pour l'entièreté des œuvres, à la limite les 26 là elles ont c'est un cas très spécifique, mais pour le principe général, ce qui est peut-être plus important que à qui ça appartient, c'est comment est-ce qu'on rend ces œuvres accessibles à toute cette jeunesse africaine. Et de ce point de vue-là, moi je trouve que c'est surtout ça moi qui m'intéresse comme question. Et justement, et comment alors tu sais, qui se prononcent dans ce débat, qui se pose uniquement d'un point de vue d'amour-propre, de revendication politique, et je pense que c'est trop limité ça. Derrière, c'est super important que petit à petit, il y ait une vraie collaboration avec les musées qui détiennent 90% des chefs-d'œuvre et de l'histoire de l'Afrique et des institutions africaines, pour qu'on commence à parler, à revisiter, à se réapproprier cette histoire-là, ce patrimoine-là. Et ça passe par de la collaboration, c'est-à-dire commencer à avoir des partenariats entre des musées en Afrique et des musées en Europe, intégrer le secteur privé, parce que l'Afrique maintenant, il y a beaucoup, je dirais, ça a été un réservoir de croissance du monde, et donc il y a beaucoup aujourd'hui d'hommes d'affaires africains qui ont du succès, qui ont des moyens et qui peuvent jouer un rôle. Et puis dans l'éducation aussi, c'est super important. Il y a tous les métiers de la muséologie auxquels il faut former des jeunes et des générations entières. Et donc moi je pense que ce qui est important, c'est que c'est l'opportunité maintenant d'une vraie collaboration, mais sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. C'est pas juste de dire est-ce qu'on rend ou on rend pas demain, et puis voilà. Ce qui est super important maintenant, c'est la partie de l'histoire qui reste à écrire. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que ce serait pas une tentative de la part d'Emmanuel Macron de tourner une page de la France-Afrique, par exemple ? Ah certainement, j'ai l'impression que... Mais pourquoi pas avec le franc CFA alors ? De dire maintenant, moi j'appartiens à une autre génération, j'ai envie qu'on se défasse un peu de ce complexe colonial, et c'est vrai que ça c'est...
Il y en a d'autres qui ont fait des discours. Lui, il a posé des actes. C'est des actes en plus qui sont... C'est quand même très controversé. Hein. Je veux dire, on est en train de toucher à des choses qui est le patrimoine de la France. De la France, d'abord, d'un point de vue philosophique, c'est compliqué, quoi. On est en train d'appauvrir ce patrimoine en quelque sorte, ou d'ouvrir une brèche qui peut l'appauvrir et qui peut même éventuellement vraiment l'atteindre, le diminuer. Et en même temps, il y a un autre aspect qui est super important, qui est la culture en France, c'est un business, c'est des chiffres. Aujourd'hui, Paris, c'est, je pense, peut-être la ville la plus visitée au monde. Ça veut dire qu'il y a une économie énorme. C'est à cause de tous ces musées, à cause de toute ce prestige culturel. Et c'est vrai que une telle décision, elle remet en cause un peu toute cette économie-là. Et de ce point de vue-là, c'est vrai Macron a fait quelque chose, moi en tout cas, qui m'a vraiment surpris positivement. C'était vraiment très très courageux de sa part, je trouve. Ouais, on attend qu'il fasse la même avec le franc CFA, non ? Écoute, alors justement, je ne sais pas si c'est forcément le même débat. Ouais. Et encore une fois, comme je disais, je pense que nous, les Africains, on ne doit pas juste revendiquer sur le principe parce que ça a l'air injuste. On doit vraiment faire l'effort, nous, de faire un peu les devoirs à la maison, tu vois. On doit vraiment bosser, on doit vraiment préparer ce genre de dossier, parce que c'est pas juste des discussions sur un coin de table. Il faut que ce soit vraiment des choses solidement montées, solidement argumentées. Il faut être très précis. Il faut avoir une approche qui est très avec une vraie méthode de travail, aller dans le détail. C'est important. Ça peut pas se faire d'un revers de la main. C'est des choses qui prennent du temps, et notamment quand on parle culture, quand on parle art, on parle droit. Tu vois, on parle droit international. C'est super important. Tous les aspects juridiques liés au patrimoine, c'est très important, c'est très technique, et donc c'est important d'être très sérieux là-dessus et pas juste d'en faire une question de principe, quoi. Ouais. Mais alors, je lisais un peu les commentaires justement sur les pages de tous ces médias là qui en parlaient, et ce qui revenait souvent de la part des Occidentaux, des gens, des Français d'ailleurs, qui laissaient donc leurs commentaires, c'était bon. Est-ce que ces objets ne vont pas être vendus? Qu'est-ce qui va rester à la France? Mais il y avait aussi cette question de savoir les pays qui sont instables politiquement en Afrique, comment des pays instables font pour protéger leurs œuvres? Écoute, ça par exemple, c'est un exemple très particulier et très intéressant. Tu sais que moi je me suis beaucoup engagé au travers de ma fondation dans la récupération d'œuvres qui sont des œuvres d'une civilisation qui est présente au Congo, en Angola et jusqu'en Zambie, qui s'appelle les Chokwe. C'est des œuvres vraiment importantes. Quand tu regardes dans les ventes aux enchères à Christie's, Sotheby's, c'est vraiment des objets qui atteignent des montants faramineux. Et il y avait historiquement le musée des civilisations Chokwe, qui était situé dans le nord de l'Angola. Tu sais, à l'endroit là où, à Dundo, à l'endroit là où il y a eu des réfugiés congolais quand il y avait des troubles dans le Kasaï, de l'autre côté de la frontière, donc au Congo. Et donc j'y ai beaucoup bossé, parce qu'effectivement c'est un musée qui avait été détruit pendant la guerre en Angola dans les années 80, et il avait été réhabilité par le gouvernement. J'y suis allé avec mon ami Didier Claes, qui est un grand marchand d'art classique africain de la place de Bruxelles, un Congolais. Et on y est allé ensemble. On a été très choqués de voir qu'il n'y avait plus aucun des chefs-d'œuvre qu'on avait vus dans les... Moi, j'avais acheté toutes les archives de Marie-Lise Bastin, qui est la grande spécialiste des civilisations Chokwe, qui a bossé là-bas pendant 10 ans ou 15 ans. Et je m'attendais à découvrir des chefs-d'œuvre. Et c'était incroyable, c'était très choquant, parce que le gouvernement angolais avait mis énormément d'argent dans un moment difficile pour réhabiliter un musée, et il n'y avait pas une seule œuvre d'art. C'était une espèce de musée sur... comment vivaient nos ancêtres, avec quelques objets, tu vois. Enfin, c'était assez anecdotique. C'était presque un musée colonial. Je veux pas, pas d'offense, mais c'était très gênant, quoi. C'était compliqué. Et alors, je me suis rendu compte que, en fait, tous les objets beaucoup d'objets étaient sortis de ce musée-là et s'étaient retrouvés dans le marché. Et effectivement, dans le marché. Alors moi, quand je suis allé chercher les marchands, je suis allé chercher des propriétaires. Donc j'ai mis en place toute une équipe, en fait, qui bosse au départ de Bruxelles avec la remarquable Agnès Lacaille. Je lui rends hommage parce qu'elle a fait un boulot extraordinaire, un boulot de fourmi, pour arriver à identifier
toutes ces pièces, quand elles sont passées à des expos, quand elles sont passées chez des marchands, quand elles sont passées à des ventes aux enchères, et arriver à retrouver en plus le numéro de série dans les réserves du musée et des photos d'époque avec l'objet à des expositions ou dans le musée. Et donc on a réussi à en retrouver plusieurs, et j'ai beaucoup de gens qui détenaient ces pièces, qui voulaient les vendre, et qui m'ont dit non mais nous de toute manière on les a protégées. J'ai dit ok, mais vous les avez protégées, maintenant elles sont protégées, maintenant vous les rendez. Et effectivement il y a très très peu de gens, à de très rares exceptions près, qui étaient d'accord pour jouer le jeu jusqu'au bout. Et donc de ce point de vue là, moi je pense que c'est aussi l'occasion d'être, comme je t'ai dit il y a un instant, il faut être très spécifique. Quand on parle de ce dossier de la rétribution, on peut pas en parler d'une manière philosophique ou romantique ou politique. Il faut être très très précis, il y a des questions juridiques et donc chaque cas est différent d'un autre. Et par exemple, dans les cas là où il y a des pays en guerre, mais alors je te dis par exemple l'Irak en guerre, il y a plein d'œuvres d'art qui se retrouvent aujourd'hui au British Museum. Je ne sais pas quand les Irakiens vont pouvoir les récupérer. Bon, c'est peut-être pas le bon moment maintenant, mais ça ne veut pas dire que dorénavant ces œuvres appartiennent au British Museum et vont, si tu veux, contribuer à la grandeur et au prestige de ce musée-là. C'est pas correct. Et moi, je pense que justement, c'est maintenant le moment de commencer à définir la responsabilité de ces grandes institutions internationales, des pays par exemple qui vont, ils ont quand même amené la guerre en Irak finalement, ou la guerre en Libye. Et c'est important aujourd'hui qu'on arrive à définir quelle est la responsabilité morale de ces institutions-là pour protéger ces œuvres-là, pour ensuite les rendre accessibles au public auquel ça a été arraché, qui sont légitimes propriétaires ou dépositaires si tu veux, et en même temps ensuite comment est-ce qu'on fait pour que ces œuvres puissent, une fois que les conditions sont recréées, même si ça dure 10 ans, 15 ans, 20 ans ou plus, peu importe, qu'elles puissent revenir là où à leur propriétaire, quoi. Dans le pays d'origine, là où, à qui elles appartiennent, quoi, en quelque sorte. Alors moi j'ai essayé de faire intervenir Monsieur Martin, le président du musée du Quai Branly ce soir. On m'a renvoyé vers le ministère de la Culture. Ouais. J'ai essayé d'inviter aussi, pareil, l'interlocuteur du ministère de la Culture. Bon, là, j'ai eu 0 réponse. Bon, en tout cas, j'ai pas été très, très bien reçu, évidemment. Plutôt même très mal reçu. On m'a accusé d'avoir été trop agressive, etc., etc. Alors, comment on fait quand on veut récupérer ces œuvres comme ça et comment ça se passe, en fait tu sais, il faut être très précis. C'est-à-dire, d'abord, c'est les États. Il incombe aux États. C'est eux qui ont la légitimité, en fait, de gérer toutes ces questions liées au patrimoine des pays. Et donc, il faut que, il y a toute une série de conventions et d'accords multilatéraux, bilatéraux, internationaux, etc. Et donc, c'est très important que les États saisissent leurs interlocuteurs, donc l'État dans le pays là où les œuvres se trouvent, et que ces États-là, à leur tour, puissent commencer le travail avec les institutions et les musées là où les œuvres se trouvent. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut que les pays africains qui veulent réclamer des œuvres soient bien organisés et fait les devoirs à la maison, tu vois, qu'ils sachent exactement quelles sont les règles qui prévalent et comment est-ce que, en termes de procédure, comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre. Et donc, effectivement, on se rend compte que par rapport à ça, il y a les bons élèves. On se rend compte qu'effectivement, par exemple, le Bénin. Est bon élève. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, on sait que c'est des pays de culture. Ils vont le devenir aussi, bon élève. Ils commencent déjà à réclamer. Je pense qu'ils vont faire, j'espère, pour eux, qu'ils vont faire le boulot comme il faut. Et puis derrière, il y a les mauvais élèves. Par exemple, moi, ça me fait mal de le dire, mais par exemple, la RDC, c'est mauvais élève. C'est un pays, qui effectivement est en train de connaître une crise. Une crise, oui, depuis quelques années. Et puis malheureusement, on n'a pas vraiment les moyens, ni matériels, ni politiques, ni j'allais dire intellectuels. Ni même la tête à ça, en fait. Je pense que les gens, ils ont d'autres préoccupations là tout de suite que de s'occuper des œuvres d'art, peut-être, non ? Oui, mais ça c'est difficile. Tu sais, si on part de ça. Alors, tous les pays pauvres n'ont pas d'autres préoccupations que d'avoir à manger. Or, c'est pas possible de regarder les choses sous cet angle-là. Il y a beaucoup, tu sais, par exemple, là, il y a le musée de Tervuren, le musée royal de Tervuren qui va rouvrir,
qui était un musée qui était assez polémique à l'époque, parce que tu sais qu'il a été fait en l'honneur du roi Léopold II, dont tout le monde reconnaît aujourd'hui qu'il a commis de nombreux crimes au Congo. Selon les chiffres, on dit qu'il y aurait jusqu'à un quart à un tiers de la population du Congo qui a purement et simplement disparu sous son règne sur le Congo, qui à l'époque, c'est que le Congo fait 32 fois la taille de la Belgique, mais à l'époque il avait un statut de jardin royal. Il était la propriété personnelle du roi des Belges. Et effectivement, ce musée royal de Tervuren a fait polémique. Moi, ça m'a beaucoup choqué quand j'y suis allé, parce qu'effectivement, au milieu de ce musée, il y avait un buste du roi Léopold II. Et je trouvais que c'était compliqué, étant donné que ce musée abritait quand même des chefs-d'œuvre absolus de la RDC, donc mon pays d'origine. Mais je pense qu'il doit y avoir peut-être 80% des top chefs-d'œuvre qui viennent du Congo. Et tu peux me croire qu'il y a vraiment des choses extraordinaires, des ethnies au Congo qui ont produit vraiment des chefs-d'œuvre absolus. Et il y en a 80% peut-être qui se trouvent dans ce musée-là, qui était donc jusqu'ici une espèce de musée fait à la mémoire de Léopold II. Et donc là maintenant il va être réouvert. Ils l'ont complètement réorganisé apparemment. Syndicat, excuse-moi, je vais devoir te couper. Il y a la pub là qui arrive. On se reprend tout de suite après. Ne raccroche surtout pas, pardon. Tu vas où Fatou, présenté par Fatou Birama sur Africa numéro 1. Petite coupure pub, 22h30 très exactement. On est sur Africa numéro 1, c'est la première radio africaine et c'est votre radio, n'est-ce pas? Votre émission Libre Antenne, Tu vas où Fatou, a repris aujourd'hui même et ce soir les projecteurs sont braqués sur l'art africain et surtout sur ces 26 œuvres là qui ont été réclamées par le Bénin et qui vont leur être restituées. Il y a le Sénégal aussi qui souhaite récupérer toutes ces œuvres, ils ont bien précisé toutes leurs œuvres. Ils veulent, les Sénégalais, il y a la même chose aussi pour les Ivoiriens, Côte d'Ivoire aussi, veut récupérer ces œuvres, les pays du Maghreb. On attend les suivants. Il y a Stéphane Martin, président du musée du Quai Branly, qui reste défavorable à cette idée. Évidemment, alors pourquoi l'Afrique doit s'unir et demander la restitution tout simplement de toutes ces œuvres d'art pillées. Et une fois ces œuvres restituées, on demande la suite, point d'interrogation. Nous avons toujours avec nous en ligne notre invité, c'est le collectionneur et homme d'affaires syndicat Dokolo. Vous composez le 01 55 07 58 00 pour intervenir. Martial, tu ne raccroches surtout pas, on va te prendre tout de suite après. On continue avec monsieur Dokolo et on te prend tout de suite après, Martial. Syndicat? Oui, Fatou. Oui, garde à vous. Garde à vous. Ouais, pardon, donc je t'ai coupé du coup. Oui, alors qu'est-ce que je disais? Je blague, je sais ce que je disais. Écoute, j'étais en train de te parler de la réouverture du musée royal de Tervuren en Belgique. Ouais. Et je crois qu'elle doit avoir lieu bientôt, je crois même avant la fin de l'année. Et ça sera justement l'occasion de voir comment les Africains doivent aussi jouer un rôle pour qu'on respecte la culture africaine, qu'on respecte l'histoire et qu'on engage un débat qui soit digne, qui soit dignifiant pour l'Afrique et qui permet justement aux jeunes générations africaines de regarder l'Afrique différemment. Tu sais, moi j'ai grandi en France, même si j'allais tout le temps à l'époque au Zaïre, qui maintenant est le Congo, et c'est vrai que j'ai dû me rééduquer grâce à l'art contemporain et grâce à l'art classique africain. Et justement, mon père collectionnait énormément. Justement, j'allais te poser la question, excuse-moi syndicat, mais j'allais te poser la question, à quoi sert l'art en fait? À quoi ça sert exactement? Parce que là, on voit bien qu'il y a un engouement, on le voit toujours, cet engouement qui est autour de l'art contemporain, l'art primitif, l'art en gros, mais c'est pas tout le monde qui comprend l'art et on sait pas à quoi ça sert exactement, mais on sait que ça génère beaucoup d'argent, que les pays carrément se battent pour garder ces œuvres-là, donc on sent bien qu'il y a une grosse valeur. Mais comment ça se définit comment on fait Ok, alors juste, je te corrige sur un point de détail, mais qui pour moi en est pas. Tu as dit art tribal ou art primitif. J'ai pas dit tribal, j'ai dit primitif. Nous, on essaie de dire art classique. Art classique, autant pour moi. Par rapport à l'art africain, par exemple, moi, j'avais beaucoup de mal à l'époque avec le nom du Quai Branly. Tu sais, l'idée de définir un projet curatorial d'un musée autour du fait que ça serait des œuvres qui viendraient de pays là on maîtrise pas
l'écriture, pour moi c'était compliqué à admettre, quoi. C'était pas, justement comme je disais, c'était pas digne. Écoute, l'art, moi je peux t'en parler par rapport à l'art africain, à l'expression africaine. Pour moi, ce qui m'intéresse dans l'art, c'est que pour nous les Africains, ça nous donne à la fois par rapport à l'art classique un accès à un nouveau regard sur nous-mêmes. Tu sais, beaucoup d'Africains, on a beaucoup de gens de la diaspora qui nous écoutent, ont grandi, ont vécu avec l'idée que l'histoire de l'Afrique a commencé le jour où un Européen a posé les yeux sur un Africain. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on désapprenne complètement, parce qu'on vit dans un monde, dans un 21e siècle, qui est fait sur la concurrence. Beaucoup de gens pensent que ce qui gère les relations entre les États, c'est la solidarité. C'est pas vrai, c'est un système capitaliste, tout le monde est en concurrence, et c'est super important quand tu es en concurrence avec quelqu'un que tu partes pas avec 10 mètres de retard sur les autres, parce que tu te sens moindre, ou parce que t'es pas capable de t'apprécier, t'as pas un regard sur le monde qui est le tien, qui n'est pas le siège de ta propre pensée. Et ça, si tu veux, l'art classique africain, c'est quelque chose qui est génial pour nous, parce qu'effectivement, moi, j'ai vécu dedans, donc je l'ai toujours un peu apprécié de manière naturelle, limite. Tu sais, naturelle, intuitive. Mais j'ai lu beaucoup dessus. Il y a des gens, il faut absolument lire. Il faut lire quelqu'un comme Souleymane Bachir Ndiaye. L'art africain comme philosophie, il faut lire ce genre de bouquin. Ça nous fait redécouvrir notre propre africanité, ça nous fait la recélébrer. Et tu sais, quand tu lis les commentaires qui ont fait des gens comme Picasso, que tout le monde considère comme étant peut-être le plus grand artiste de tous les temps, et qui a expliqué qu'effectivement les plus grands chefs-d'œuvre qu'il a jamais vus, c'est d'artistes dont il ignore le nom, mais des artistes africains qui, au lieu donc des artistes de ce que moi j'appelle l'art classique africain, si tu veux, l'art ancien, pré-contact, parce qu'effectivement, l'idée c'était que l'artiste donne une forme visible à un esprit, donc à quelque chose d'invisible. Et donc cette forme, elle dégage une force qui est extraordinaire. Il n'essaie pas de reproduire quelque chose, si tu veux, comme la peinture classique du 19e siècle, avant les impressionnistes en Europe. Il s'adresse à l'essence de la chose. Et ça, si tu veux, c'est ça qui fait un peu ce qu'il appelait la puissance de l'art d'exorcisme. Cet art puissant, ça, c'est quelque chose dont nous, les Africains, on est dépositaires et que le monde entier célèbre. Le monde entier, aujourd'hui, célèbre Picasso, effectivement. Les Demoiselles d'Avignon, c'est sa première grande toile d'exorcisme, entre guillemets, c'est-à-dire après sa découverte de l'art classique africain, d'ailleurs, qui s'est faite à Paris, je crois au début du XXe siècle, probablement vers les années 20, au niveau du Trocadéro. Il y avait un marché aux puces avant là-bas, et qui était rempli de ces œuvres-là, et c'est là où il l'a vécu comme un choc, comme une espèce d'expérience presque traumatique, il en parle. Et donc ça, si tu veux, c'est super important pour nous les Africains qu'on comprenne des choses sur nous-mêmes et sur notre propre beauté, sur notre propre valeur, qu'on ignore jusqu'aujourd'hui, qu'on nous a appris à dédaigner, soit par la religion, en disant mais ces trucs c'est de la sorcellerie, soit par une espèce de regard en disant mais ça c'est les trucs des barbares, c'est les trucs avant qu'on connaisse la civilisation, etc., etc. Et donc ça, pour moi, c'est super important. Et puis l'art contemporain, évidemment, écoute, c'est arrivé à confronter une société avec ses propres contradictions, avec son propre imaginaire, sa propre poésie, et je trouve que c'est super important. À un moment, là, au XXIe siècle, l'Afrique va devoir vraiment se projeter dans ce XXIe siècle et définir exactement ce que nous, les Africains, on compte apporter dans ce grand débat, dans ce grand dialogue de civilisation qui va marquer ce siècle. Et donc, de ce point de vue-là, excuse-moi, j'ai été un peu long sur cette réponse, mais moi, c'est en tout cas ce qui m'attire dans l'art et ce qui me passionne dans l'art. Bon, et comment tu fais pour nous transmettre ta passion ? Écoute, moi j'encourage beaucoup les gens à aller au musée, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui tu regardes, il y a beaucoup de gens qui ont une opinion sur oui, il faut rendre les œuvres, bande de salauds, les crimes de la colonisation, et il y a personne qui va voir ces œuvres. Il y a personne qui fait de la recherche. Tu sais qu'aujourd'hui tu vas sur Google, tu vas dans n'importe quel site, là où tu vas lire sur l'histoire de ces des magnifiques civilisations, que ce soit les Fans du Gabon, les Chokwe du Congo, les Dan de Côte d'Ivoire, les Baga de Guinée-Bissau, etc. Les Congos, tu vois, et
peut redécouvrir tout ça. Et malheureusement, nous les Africains, on ne fait pas cet effort-là d'éduquer nos enfants, d'aller nous-mêmes faire l'effort, d'aller au musée, d'aller regarder. Je ne sais pas combien de gens sont allés au Quai Branly, il faut que les gens y aillent. Il y a le pavillon des sessions du Louvre, il y a des choses, bientôt il va y avoir le musée de Tervuren. Les gens il doit y avoir plus d'Africains qui sont intéressés dans cet aspect-là de l'Afrique, parce que sinon, écoute, ça sert à rien d'être africain, sinon autant qu'on se considère comme des mais pourquoi on fait pas l'effort alors nous d'aller voir toutes ces œuvres, nous les Africains? J'imagine que c'est un peu un mode de consommation fast-food, quoi. C'est-à-dire on fait pas l'effort, on n'est pas porté vers l'effort. Mais moi je pense qu'aujourd'hui il y a une vraie prise de conscience de l'Afrique. Tu as parlé de ces questions sur le CFA. Tu as parlé des questions de l'histoire coloniale, de choses qui jusqu'aujourd'hui, de France-Afrique, jusqu'aujourd'hui, on n'est pas d'accord, on trouve ça injuste, on trouve ça pas normal, et je pense qu'il faut être cohérent et conséquent par rapport à ça. Si on trouve que les choses sont pas normales, il faut qu'on se donne nous-mêmes, Africains, les moyens d'y faire quelque chose, d'y remédier. Et donc, pour moi, ça commence par se connaître soi-même et éduquer ses enfants en les amenant au musée et savoir ce que c'est la différence entre un Dan, un Baga, un Chokwe, un Baka, etc. C'est super important. Est-ce que tu es allé au musée du Quai Branly, Fatou? Ouais, j'y suis allé à plusieurs reprises même. Sous beau, la contrainte et par plaisir et pour le boulot. Et ouais, non mais moi de toute façon je suis toujours très admirative de toutes les formes d'art. Donc ouais, moi ça m'a plu évidemment. Écoute, c'est génial, il faut encourager alors tous les auditeurs à y aller et aller à chaque fois qu'il y a des expos, et que ce soit de l'art classique comme de l'art contemporain. Alors l'art contemporain, on dit souvent que c'est un peu élitiste. Mais c'est pas vrai. L'art contemporain, c'est aussi très populaire. Ça peut être du street art, ça peut être. Et donc, il faut commencer à s'intéresser à tout ça. Ça demande un petit effort, ça demande de la curiosité. Mais moi, je pense que c'est pas du tout un objet un élément de détail. Je pense que c'est un des piliers stratégiques qui vont déterminer la capacité de l'Afrique à se réinventer et à rentrer dans cette grande compétition, dans ce grand dialogue international. On va prendre, il y a Martial qui nous attend là depuis un petit moment, 01 55 07 58 00. Martial, bonsoir. Bonsoir Fatou. Ça va? Très content de t'avoir. Je me demandais où tu t'es passé. Plaisir partagé, Martial. Je suis là. Tu commençais à me manquer. Hein. J'ai failli appeler pour demander qu'est-ce qui t'était arrivé. Voilà, je suis là. Tout va bien. Bon, c'est passionnant ton sujet de ce soir. Parce que je vais m'empresser de poser quelques questions. Vas-y. À notre intervenant. Monsieur Syndicat Dokolo. Je suis convaincu que les personnes qui élaboraient ces pièces d'art donnaient certainement un esprit, une certaine vitalité, un essence à ces pièces-là. Alors, moi, la question que je voudrais poser à notre intervenant là, c'est de savoir si les œuvres qui vont être restituées ne vont pas être dévitalisées, premièrement. Deuxièmement, le retour de ces œuvres-là, est-ce qu'il ne remet pas sur la table la question de la réparation des dégâts qui ont été commis lors de ce triste malheur-là qu'a connu l'Afrique? Et la troisième question, allô? Ouais, on t'écoute. Voilà. La troisième question, c'est celle de savoir si ces œuvres-là n'ont pas plus de valeur, ces œuvres qui vont être restituées, n'ont pas plus de valeur dans les musées d'Europe que vers ce malheureux destin vers lequel on va les acheminer, parce que il est à redouter que l'instabilité de nos pays manque un peu, ne prennent pas au sérieux ces œuvres qui ont une valeur sous d'autres cieux. Donc, ce sont ces trois questions-là qui constituent ma préoccupation. Quand tu dis les œuvres ne vont pas être dévitalisées, c'est-à-dire? Parce que je sais très bien qu'une œuvre est porteuse d'une âme. C'est-à-dire que quand on la conçoit pour une bien bonne raison. Et maintenant, ceux qui ont pris ces œuvres à l'époque, est-ce qu'ils n'ont pas récupéré le substrat même de ces œuvres-là
et les ont utilisés par la suite à des fins commerciales, c'est-à-dire que commerciales et commerçantes, c'est-à-dire que exposés dans un musée où il faut payer des entrées, où ça génère de l'argent, comme on le disait tout à l'heure. Alors, attends, t'as posé 3 questions. Est-ce que les œuvres ne vont pas être dévitalisées? Deuxième question, c'était quoi? Est-ce que ça va pas... Est-ce que la réparation, est-ce que ça ne pose pas ce retour, cette restitution, est-ce qu'elle ne pose pas la question de la réparation du préjudice qu'on a toujours évoqué par rapport à la colonisation? Ouais. Et voilà. Est-ce que ces œuvres ne vont pas perdre de leur valeur si elles sont exposées dans les pays africains plutôt que dans les pays européens? Syndicat? Voilà, donc la troisième question, c'était bel et bien si ces œuvres-là n'ont pas plus de valeur dans les musées européens que dans les musées africains. Alors attends, on va laisser Syndicat répondre. Voilà. Et bon retour aux antennes. Ouais, je te remercie. Je te remercie, Martial. Bonne soirée à toi. Non, reste là. Okay. Pourquoi tu veux partir? Les œuvres ne sont pas. Est-ce que les œuvres ne vont pas être dévitalisées, Syndicat, que nous demande Martial? Oui, alors moi je crois pas du tout. Je crois qu'au contraire, il y a beaucoup de ces œuvres qui sont complètement sorties de leur contexte et qui finalement on regarde pas les œuvres. Moi je trouve qu'il y a beaucoup d'œuvres qui sont des chefs-d'œuvre. Si tu vas par exemple au Metropolitan Museum à New York, tu vas te rendre compte qu'il y a là-bas des chefs-d'œuvre, mais chefs-d'œuvre de chez chefs-d'œuvre, vraiment des objets d'une beauté, mais que c'est pas seulement dans le corpus de l'art africain, c'est dans l'absolu, c'est vraiment l'équivalent allez, si tu veux, de la Vénus de Milo, de la Joconde ou que sais-je encore. Et tu te rends compte qu'en fait, le Metropolitan Museum est organisé il y a des salles. Donc tu as la salle égyptienne, la salle étrusque, la salle romaine, ensuite la salle africaine. Et tu te rends compte qu'en fait, toutes ces œuvres, elles sont mises là, les unes à côté des autres, et que c'est vraiment à la gloire du Metropolitan Museum, et c'est pas du tout à la gloire de ces œuvres-là. Si tu veux, elles sont toutes un peu entreposées, et c'est un peu le Metropolitan Museum qui te dit, voilà, tu veux de l'étrusque, tiens, regarde les plus beaux étrusques du monde. Tu veux de l'égyptien, tiens, regarde les plus beaux sarcophages et trucs du monde. Et tiens, tu veux de l'africain, mais tiens, voilà. Et ça, pour moi, ça, c'est dévitalisé. Ça, c'est irrespectueux. Ça, c'est complètement... je ne suis pas du tout d'accord avec cette manière-là, si tu veux, ce manque de dignité, de respect, de considération qu'on a parfois pour les œuvres africaines. Et de ce point de vue-là, je pense qu'elles seront beaucoup plus revitalisées. Alors, c'est un peu compliqué d'utiliser ce concept-là, mais beaucoup plus mises en valeur et qu'elles feront beaucoup plus de sens dans un contexte, là où justement... elles seront en Afrique à la source même de leur inspiration et de l'envie du souffle qui les a fait naître. Et donc du coup à la question si elles n'auront pas plus de valeur dans les musées européens plutôt que dans les musées africains, toi tu réponds non évidemment. Ah mais moi je réponds non. Alors il y a effectivement il y a la question de est-ce que on va pas les faire rentrer pour aller les sacrifier et les perdre, etc. C'est pour ça que moi, encore une fois, je suis pas pour qu'on dise il faut restituer parce que c'est méchant de pas restituer, parce que les gens ont souffert pendant la colonisation et que c'était injuste. J'évite de trop rentrer dans ce débat-là parce qu'alors on perd le focus de ce qui est vraiment important. Ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est que on fasse une espèce de triple pontage, ou si tu veux, d'électrochoc pour faire redémarrer la vie culturelle africaine et qu'on arrive à vraiment en profiter pour changer, peut-être ça prendra sur le moyen terme, 5 ans, 10 ans, 15 ans, faire un vrai travail, de vrais efforts. Et là qu'on se rencontre, qu'il y ait des musées comme le Quai Branly qui rencontrent des gens de musées ou de ministères qui vont commencer à bosser ensemble, à former des jeunes dans les métiers de la muséologie, à répertorier des œuvres. Aujourd'hui, par exemple, il y a toute la partie de la littérature devrait être disponible pour les Africains. C'est pas le cas. Il y a déjà tellement de boulot à faire, si tu veux, qui n'est pas forcément si tu veux, le dernier centimètre qui est rendre une œuvre d'art. Il y a tout un boulot à faire et à mon avis c'est ça qui est vraiment intéressant aujourd'hui. Et puis sur la dernière question, moi je pense qu'il y a un truc important. Les Béninois par exemple, ils ont déjà accueilli des expositions d'œuvres qui ont été prêtées par le Quai Branly. Et tout s'est super bien passé. Donc il faut pas non plus que nous-mêmes on se colle les clichés qu'on a souvent, qui dit que oui, mais quand vous donnez un truc à un Africain, soit il le vole, soit il le casse. Et c'est pas bon. Tous les pays, comme je disais tout à l'heure, n'ont pas la même capacité
Ils sont pas équipés de la même manière, ils n'ont pas forcément la même conscience, mais il y a beaucoup de pays africains. Écoute, le Sénégal, c'est un grand pays de culture. Le Bénin, c'est un grand pays de culture, et les Béninois. Il y a la fondation Zinsou. Écoute, un musée au Bénin peut présenter toutes les caractéristiques nécessaires en termes de sécurité, en termes d'accès, en termes de qualité du projet curatorial, entre guillemets, de n'importe quel autre musée au monde. Et donc, il n'y a pas de raison à ce que les Béninois ne le demandent pas. Et puis, en plus, on parle de 26 œuvres. On n'est pas en train je ne pense pas que la France, que M. Macron va se réveiller un de ces 4 matins et dire, écoutez, vous videz tous les musées, vous envoyez tout en Afrique dans des valises, et puis on voit là-bas à l'aéroport comment on fait. Je ne pense pas que ce soit ça qui soit en train de se passer. Stéphane ? Il est là, Stéphane ? Oui, je suis là. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir. Ça va ? Moi, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Merci. Et vous, ça va ? Ouais, ça va, pépère. Merci. Je t'écoute, on t'écoute, Stéphane. Exprime-toi. Oui, je voulais intervenir sur quelques points. Bon, j'ai entendu tout à l'heure syndicat sur ces arguments que j'ai bien appréciés. Il y a une question qui lui a été posée, qu'il a bien répondu d'ailleurs, sur ce qui concerne à quoi sert l'art. Oui, l'art retrace l'histoire d'un peuple, d'une civilisation. Et puis, l'art comme tel, dans le régime économique que se font les pays occidentaux dans leur compétition économique mondiale, l'art est le produit le plus valeureux dans les marchés internationaux, dans leur compétition économique qu'ils se font. L'art est plus valeureux même que Airbus. Alors, dites-vous qu'il y a des commerces faramineux qui se font à base de nos objets d'art, de nos chefs-d'œuvre, qu'ils ont pillés chez nous, qu'ils ont volés. Et donc, qu'est-ce que tu essayes de nous dire ? Écoutez, la réalité est là. Le peuple propriétaire de ce produit fini sont dans une vie misérable. Et que ceux-là qui se font la compétition faramineuse économique se foutent de ce peuple-là. C'est ça le XXIe siècle, que les enfants africains doivent être éduqués dans ce sens-là, qu'il y a compétition économique mondiale et qu'ils sont capables d'être dynamiques dans cette compétition économique. Et ils doivent se prendre en charge, comme font déjà ces quelques pays cités de l'Afrique qui réclament ces produits finis-là, qui sont les plus valeureux dans les marchés internationaux. Ça, c'est bravo. Et nous devrons continuer là. Ne lâchons pas. Il n'y a pas des excuses à présenter quoi que ce soit. Nous, on ne se fait pas la compétition économique, cette compétition économique mondiale dans laquelle nous sommes exclus d'ailleurs. Même si on y faisait partie, on ne prendra pas les Mercedes allemands comme propriété à nous pour se faire une économie puissante. Donc réveillez nos enfants dans ce sens-là surtout. Parce que c'est un produit de valeur dans leur compétition économique mondiale. Tout d'abord. Parce que dans les valeurs ancestrales, ou je ne sais pas quoi dire, voyons tout d'abord l'économie, parce que c'est l'économie qui est notre soubassement du quotidien, de nos quotidiens. Si vous me comprenez un peu le sens dont je vous parle. Il y a des commerces qui se font dans des appartements de ces objets d'art-là. Moi, je connais, je suis artiste peintre. Donc, voilà. donc il faut qu'on fasse quoi alors ? Qu'on se réveille, qu'on réveille nos enfants dans ce sens-là et qu'on récupère et qu'on On ne doit pas arrêter le combat, surtout quand vous par exemple, ce qu'a dit le directeur de Branly, écoutez, celui-là, je m'excuse, mais il n'a qu'à bien se regarder dans son miroir. La France, qu'est-ce que la France ne fait pas comme bénéfice économique dans sa position de 6e puissance économique mondiale, dans leur compétition, moyennant nos produits-là, fini. Que Branly fait des recettes. C'est sûr. Le Louvre fait des recettes.
Stéphane, les minutes qui sont en train de tourner, là, je vais Ok, devoir merci. te couper, mais en tout cas... Je vous laisse, ouais. c'était juste cette précision-là. Merci pour ton vraiment, intervention, Stéphane. Bravo à Syndicat et puis aux autres intervenants, et surtout à ce pays déjà qui commence déjà à réclamer. Et l'Afrique doit se réveiller, la misère est basée par rapport à l'économie. Bon. Nous manquons encore des économistes dignes, capables comme tels, à bien affronter les marchés internationaux, mais moyennant nos propres produits, je sais que les Africains sont capables de autodidactes même d'être opérateurs économiques dans les marchés internationaux. Merci Stéphane. Regardez-moi, artistes, nous les artistes, on manque des opérateurs économiques africains pour nous faire accéder nos produits dans les marchés internationaux. C'est l'artiste lui-même qui va baisser sa culotte pour que son produit soit accessible dans les marchés internationaux. Et ceux-là qui se disent, je ne sais pas... Stéphane, l'émission est en train de se terminer, je suis obligé de te couper, il y a Isaac qui est derrière toi. En tout cas, pardon, merci pour ton intervention et on va enchaîner avec Isaac rapidement. Isaac ? Oui. Vas-y, ça va ? Ça va, et toi, Fatou ? Ouais, ça va, merci. Bonsoir Isaac. Oui. Je t'en prie. Moi, j'ai une question. Vas-y. En fait, je voudrais savoir pourquoi on a décidé avec tant d'histoires, avec tant de problèmes que nous vivons actuellement, de nous restituer les œuvres africaines après ce que M. Macron il a dit à Ouagadougou. Ouais. Pourquoi décider tout d'un coup comme ça de rendre les œuvres au continent africain? Parce que le Bénin a demandé, t'es pas content? Je suis content, mais je voudrais savoir pourquoi il a décidé. Il y a eu beaucoup de chefs d'État qui sont passés. Et pourquoi lui, il a décidé? C'est par rapport à quel contexte, en fait? Et tu poses la question à monsieur Dokolo? Oui. Syndicat? Oui. Pourquoi d'un coup, comme ça, Macron a décidé de restituer les œuvres au Bénin? Parce que je pense que le monde évolue et que finalement, là où à l'époque on opposait une fin de non-recevoir aux gens qui venaient demander ce qui était légitimement à eux, maintenant c'est plus possible. Petit à petit, on vit dans un monde qui est différent. Là, il faut qu'on se respecte plus les uns les autres. Et je sais pas si tu te rappelles, moi à l'époque j'avais réagi justement parce qu'il y avait une réaction du ministre, je crois, Jean-Marc Ayrault, je crois qu'il était ministre des Affaires étrangères à l'époque, ou Premier ministre, je sais plus. Ils avaient refusé au départ. Hein. Et il avait, en fait, ce qui m'avait beaucoup énervé, c'était pas seulement le fait que la France ait dit non, on peut pas vous les rendre. C'était que le fait que son homologue béninois avait envoyé une lettre en expliquant bien qu'il y a des objets au Quai Branly qui ont été pillés à telle date, à la fin du XIXe siècle, par tel général français qui a mené une expédition punitive contre le roi Béhanzin. Et en punition de la résistance de Béhanzin, il a dit je vais tuer ta culture, je vais tuer ton histoire, je vais te faire disparaître en fait de la mémoire de ton peuple. Et donc il a pris tous ces objets-là. Il nous reste une minute. Comme une stratégie culturelle. Tu vois, il les a pris, il les a... Et lorsque Jean-Marc Ayrault a écrit, écoutez, il a écrit d'un revers de la main, presque en 3 lignes. Écoutez, il y a une loi en France qui dit que tout ce qui a été intégré dans le patrimoine avant 1945 ne peut pas être rendu. Désolé, au revoir, ciao. Et j'ai trouvé que c'était inacceptable. Et donc, pour répondre à ce monsieur, à cet auditeur, Isaac, moi, je pense que ce que ça montre, c'est qu'effectivement, des attitudes qui étaient encore acceptables il y a quelque temps, petit à petit, sont pas acceptables au fur et à mesure que l'Afrique et les Africains prennent conscience que la dignité, ça se conquiert, ça s'exige. Donc en fait, juste les gens sont en train de prendre conscience de la valeur de leur patrimoine, en fait, c'est ça? Oui, et puis ils se rendent compte que, écoute, t'as pas à venir me marcher sur les pieds, t'as pas à venir chez moi et t'as pas à venir à commencer à prendre ce qui est à moi. Et la France, comme beaucoup d'autres pays, se rendent compte que le tiers-monde, il faut commencer, c'est fini cette histoire, tu as des interlocuteurs, il faut les respecter. Merci Syndicat Dokolo, merci pour ton intervention. Ça y est, chers amis, votre émission est donc en train de se terminer. C'était bien court, 1 heure, on se retrouve demain, même heure, même endroit.
D'ici là, je vous souhaite de passer une douce soirée, hein, de porter, je vous souhaite de bien vous porter. Hélène, j'ai envie de te dire bonne fort soirée. Intéressant comme rentrée. Mais ouais, putain, c'est trop court, quoi. Putain, 1 heure, c'est absolument et vraiment trop court. Il y avait encore plein de choses à dire. En tout cas, on va se retrouver demain. Monsieur Syndicat de Colo, bonsoir, bonne soirée et merci d'être intervenu ce soir. Ce soir, on était sur l'art contemporain, l'art classique. On était sur la restitution des œuvres d'art à l'Afrique, aux pays africains et notamment au Sénégal. Enfin non, au début c'est le Bénin, mais sinon il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire et il y a les pays du Maghreb aussi qui réclament leurs œuvres d'art. On attend la suite. Où est le Togo? Où est la RDC? Où est le Congo? Où sont tous les autres? Donc n'hésitez pas, je vous souhaite de passer une agréable soirée, une douce nuit, vous faites pas de bêtises, hein. Vous restez sages, fiers et dignes comme d'habitude. On se retrouve demain. Bisous, ciao. Bonne nuit, bienvenue. Salut à toi Hélène et super heureuse de t'avoir retrouvée. Oui, moi aussi. Allez, ciao, merci Hélène. Tu vas où Fatou? Présenté par Fatou Birama sur Africa numéro 1.